Après ses premières productions réalisées entre Brazzaville et Pointe-Noire, respectivement, capitale politique et économique de la République du Congo, Parole d'expert, votre émission, le rendez-vous des intangibles du numérique, dépose ses valises à Bruxelles en Belgique, la capitale de l'Europe. Ici, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de l'écosystème numérique européen avec lesquels nous nous sommes entretenus sur une série de questions liées au numérique. Bienvenue dans Parole d'expert. L'intelligence artificielle est aujourd'hui le centre de nos débats. On en parle dans les journaux, à la télévision, dans les forats, dans nos entreprises et voire même dans les milieux publics. Considérée à un moment donné comme une science-fiction par certains, aujourd'hui, l'IA est devenu un outil redoutable pour la transformation de l'être humain. Concept considéré par les experts comme un processus d'imitation de l'intelligence humaine, reposant éventuellement sur des facteurs importants dans un environnement informatique et dynamique, avec le but, bien entendu, de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme les êtres humains. L'IA défraie la chronique. Pour certains, cette innovation est accueillie favorablement, avec enthousiasme. Pour d'autres, l'IA appelle à un temps d'arrêt, évidemment, pour évaluer les risques potentiels que l'humain encourt. L'émission Parole d'expert que nous allons suivre nous apportera des éléments de réponse sur les enjeux et les défis de cette technologie novatrice qui est l'intelligence artificielle. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce numéro de Parole d'expert qui a pour thème l'intelligence artificielle, enjeux et défis. Bien plus qu'une technologie, l'intelligence artificielle représente une nouvelle manière d'interagir avec son environnement et même de faire des affaires. Cette technologie a le potentiel de transformer plusieurs aspects du travail et de la gouvernance opérationnelle. Alors que certains accueillent cette innovation favorablement, d'autres appellent à un temps d'arrêt pour en évaluer les risques potentiels, notamment pour les humains. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Quelles sont ses différentes applications et quel est ou sera son impact sur notre société, notamment en termes d'enjeux et de défis? L'intelligence artificielle, ce n'est plus que de la science-fiction. On en parle dans cette émission avec le docteur Romain Absil. Docteur, bonjour. Bonjour. Une petite présentation de vous pour nos téléspectateurs. Qui est Romain Absil? Je m'appelle Romain Absil, je suis docteur en informatique et je donne cours à l'Université de Mons, à l'Université de Bruxelles, à l'Université de Namur et en haute école à Bruxelles de mathématiques, informatique, globalement. La révolution de l'intelligence artificielle est la plus rapide des révolutions industrielles que nous avons connues. L'IA est décrite aujourd'hui le plus souvent comme spectaculaire. Vous, en tant qu'expert, dites-nous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment fonctionne-t-elle et pourquoi est-elle aussi spectaculaire qu'on lui dit? Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, ça va surtout dépendre à qui on pose la question. Donc, classiquement, la littérature distingue deux grands axes. Le fait que on pense ou qu'on agisse, et le fait qu'on fasse cela rationnellement ou comme un être humain. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est en neurosciences, on va se demander, il va définir l'intelligence artificielle comme un agent qui va penser comme un humain. On étudie le fonctionnement du cerveau humain et on essaye de se dire, en fait, on veut que ça fonctionne plus ou moins comme ça. Alors, par contre, si on veut penser rationnellement, ça c'est quelque chose de très très vieux qui date des débuts de la formalisation de l'argumentation par Aristote, qui va par exemple créer des syllogismes en disant
les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On a aussi la question de agir rationnellement, donc ça c'est devant un problème de prendre la décision qui soit la plus appropriée, et donc ça classiquement dans le cadre informatique, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Par exemple, donc un concept énormément étudié, c'est tout ce qui concerne le développement de ce qu'on qualifiera d'IA qui sont faibles, donc faibles dans le sens où on a une tâche bien définie, très particulière, et on veut en fait la réaliser de la meilleure manière possible. Donc voilà, comparé à ce qu'on trouve classiquement en science-fiction, ou ce qu'on appelle l'IA forte, où là c'est, contrairement à être dédié à une tâche spécifique, c'est quelque chose qui est complètement multimodal, c'est-à-dire comme un cerveau humain, et souvent c'est de la culture, et donc c'est des systèmes qui sont capables de surpasser les êtres humains, mais j'insiste sur le fait que ce genre de choses, ça reste vraiment de la science-fiction. À vous entendre, on comprendra que c'est normalement un système qui est capable d'apprendre, de s'adapter et de fois même de raisonner. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. En particulier, dans le cadre informatique, qualifié d'intelligence artificielle, c'est un système qu'on va mettre devant des problèmes, et donc en présence de données, pour qu'ils apprennent à les résoudre sur base de ces données. Et donc, classiquement, les premières itérations du système sont relativement primitives, mais au plus on présente des situations différentes à ce système, au plus il apprend et plus sa prise de décision va être performante. Donc un point clé, c'est spécifiquement cette présence de données à fournir au modèle pour qu'il puisse s'entraîner. En parlant justement de sa structuration, de quoi est faite l'intelligence artificielle et de quoi se nourrit-elle pour être en mesure justement de répondre à toutes ces problématiques? Oui. C'est un ensemble de programmes. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc on a des algorithmes qui sont plus primaires, qu'on a des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, du type tout ce qui est machine learning, tout ce qui est deep learning. Donc le deep learning, c'est tout ce qui concerne les réseaux neuronaux dont on entend énormément parler et qui sont classiquement utilisés pour les problèmes les plus complexes. Et de quoi elle se nourrit? De données pour réaliser sa tâche de manière performante, et aussi de temps et donc d'énergie. Donc le truc là, par exemple, le réseau neuronal qu'on voit souvent présenté comme l'apex de l'intelligence artificielle, il faut se rendre compte aussi que c'est quelque chose qui consomme énormément de temps de calcul et donc aussi énormément d'énergie. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui, d'un point de vue éthique, est discutable. Y a-t-il une ou plusieurs intelligences artificielles? L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques. Donc dire qu'il n'y en a qu'une, c'est spécial, c'est comme on demanderait s'il n'y a qu'une seule économie. Il y a énormément de techniques en économie qui font que ça fonctionne, et il y a énormément de techniques en intelligence artificielle qui font que ça fonctionne. Classiquement, c'est qu'on essaye toujours de particulariser ces techniques aux problèmes qui sont spécifiquement posés à l'intelligence artificielle. Vous évoquiez tout à l'heure le machine learning et le deep learning. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela voudrait concrètement dire lorsqu'on voit comment fonctionne l'intelligence artificielle, notamment dans l'usage quotidien de nos téléphones, par exemple? Alors, le machine learning, c'est classiquement un ensemble de techniques. Donc c'est un terme très générique pour désigner toutes les techniques qui vont permettre à un algorithme d'améliorer ses performances sur base de données. Donc l'algorithme, en quelque sorte, apprend à mieux réaliser ses tâches. Et le deep learning, c'est une toute petite partie du machine learning qui, en particulier, c'est le machine learning spécifiquement avec des réseaux neuronaux. Donc les réseaux neuronaux, c'est une abstraction informatique du modèle du cerveau humain. Et donc on a un ensemble de neurones qui sont placés en couches, qui communiquent entre eux, et on leur donne des entrées sous forme de paramètres classiquement numériques. Et le réseau neuronal va nous fournir une sortie, par exemple, pour nous dire je recommande de réaliser cette action-là dans cette situation-là. Un exemple extrêmement populaire et l'une des premières utilisations visibles et compréhensibles par tous des réseaux neuronaux, ça a été la victoire de l'ordinateur d'IBM sur Kasparov, spécifiquement, où là c'est un réseau neuronal, parce que le jeu d'échecs à l'époque était un système extrêmement complexe, donc bien compris, mais étant donné la puissance de calcul qu'on avait à l'époque, extrêmement complexe. Et donc là, on a dû utiliser cette abstraction de réseaux neuronaux parce que c'était très très complexe, spécifiquement pour arriver à rivaliser avec la décision humaine.
La victoire de l'ordinateur, de la machine sur l'homme, il y a de cela plusieurs années, n'était-elle pas le début de la dominance même des machines sur l'homme? Et vous, en tant qu'expert, comment arrivez-vous à expliquer qu'une machine créée par l'homme arrive à prendre le dessus et peut-être même à le dépasser? Alors, dans les années 80, on a vu les premiers logiciels qu'on qualifie de systèmes experts, donc où c'est des systèmes qui sont vraiment utilisés pour aider l'humain dans sa prise de décision. C'est apparu, il y en a tout un tas de commerciaux qui sont apparus, donc notamment quand si un ingénieur, plutôt un groupe d'ingénieurs est amené à construire un pont, c'est une tâche excessivement complexe. Et on le fait à l'aide d'ordinateurs. Ces ordinateurs ont des logiciels experts qui vont, par exemple, faire des millions et des millions de calculs. Donc l'utilisation d'une forme de création qui va vraiment aider l'être humain à réaliser sa tâche et sans laquelle on ne peut absolument pas la réaliser, n'est pas neuve. Ça date des années 80. Fin des années 80, on a vraiment eu le début de l'intelligence artificielle à proprement parler, où il y a un apprentissage, spécifiquement les systèmes experts dont je vous ai parlé avant. Classiquement, à cette époque-là, n'étaient pas des systèmes qui apprenaient. Et donc voilà, c'est arrivé après, notamment avec, au début, simplement pour voir si ça fonctionnait, parce qu'au départ, il faut savoir que les scientifiques avaient beaucoup d'idées, m'ont présenté une idée, et on dit peut-être ça va marcher, mais en fait, c'est pas bien clair. C'est véritablement quand on a pu utiliser des ordinateurs, quand on a adapté la méthode scientifique pour développer ces intelligences artificielles, qu'on a fini par avoir des résultats qui étaient très très probants. Dans le contexte actuel de l'innovation technologique, pour ne pas dire des innovations technologiques, à quoi peut-on assimiler l'intelligence artificielle et peut-on se réjouir de sa maturité ou bien, avons-nous de quoi nous inquiéter? On peut utiliser de l'intelligence artificielle pour à peu près tout ce qu'on veut, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne idée. Donc, pour revenir sur l'exemple des réseaux neuronaux, par exemple, beaucoup de gens qui ne sont pas spécifiquement des experts, donc qui sont familiers, vont dire, devant un problème de ce type-là, je vais utiliser un réseau neuronal parce que le réseau neuronal, ça fonctionne bien. Le fait est, c'est que oui, ça fonctionne bien, mais peut-être c'est pas nécessaire d'utiliser ce genre d'artillerie pour résoudre un problème qui parfois est très 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 simple. Donc, à quoi peut-elle être utilisée? À peu près tout, ce qui ne veut pas dire que ce sera particulièrement efficace, notamment en termes de coûts que ça va représenter. Alors, en point de vue d'inquiétude, je vais revenir sur la question précédente, où vous avez dit comment ça se fait que ça peut nous surpasser. Quelque chose qu'il faut comprendre spécifiquement, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, ils ne sont pas particulièrement plus malins qu'un être humain. La particularité, c'est qu'on dit qu'ils apprennent, et donc un jeu d'échecs, un système qui bat n'importe quel être humain de jeu d'échecs, il a joué des centaines de millions de parties. Si vous savez jouer aux échecs et que on vous rend immortel et que vous avez 4000 ans pour vous entraîner, vous allez probablement battre tous les êtres humains parce que vous avez 4000 ans pour vous entraîner. Là, c'est un peu le même principe. Donc, plus malin, c'est, d'un point de vue philosophique, c'est pas bien clair en fait. La question, c'est souvent une question de ressources. En termes de temps, en termes de puissance calcul, en termes d'énergie, en termes de qualité de l'échantillon qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour s'entraîner. Donc, point de vue crainte, d'un point de vue philosophique, c'est plutôt gris comme univers. Donc on ne sait pas vraiment répondre oui ou non à la question. Ça va vraiment dépendre principalement de l'utilisation qu'on va en faire. Donc beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont, je ne sais pas, l'impression que Arnold Schwarzenegger va sortir de là. Dans le domaine militaire, par exemple, on donne aux machines le choix de décider du sort d'un humain. N'y a-t-il pas de quoi avoir peur? Classiquement, la législation souvent empêche ce genre de choses. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de particulièrement neuf. Pendant la guerre du Golfe, par exemple, il y a des robots qui ont été déployés spécifiquement pour être déployés dans les zones très très dangereuses. Même ici, plus récemment, pendant la guerre en Irak, pendant la guerre en Afghanistan, la société qui fabrique les aspirateurs Roomba a spécifiquement fabriqué des robots pour se balader dans le désert, dans les montagnes. Donc c'est des robots à chenilles pour repérer classiquement les saboteurs, les snipers, déminer le terrain, des tâches qui sont complexes et excessivement dangereuses pour des êtres humains. Donc, et là, c'est classiquement le cadre militaire. Maintenant, je suppose dont vous parlez, c'est tout ce qui est armes autonomes. Classiquement, les armes autonomes, pour le moment, c'est pas un système qui est intelligent. C'est par exemple une tourelle qui va tirer sur tout ce qui rentre dans son rayon d'action.
c'est pas quelque chose de particulièrement intelligent. Elle va pas se déplacer toute seule pour commencer à chasser des êtres humains comme dans un film de science-fiction. À l'heure actuelle, c'est plutôt ce genre de choses qui existent, donc c'est plus des systèmes automatiques que des systèmes intelligents. Après, il faut prendre peut-être ma réponse avec un peu de recul, dans le sens où les militaires ont tendance à cacher ce qu'ils font pour des raisons de sécurité, et donc savoir exactement où en est l'état de l'art en termes d'intelligence artificielle dans le cadre militaire, à moins d'être un cadre de l'armée, je pense que en tant que scientifique, c'est pas quelque chose de facile à savoir, à cause que les informations sont cachées, tout simplement. D'accord. On dit de l'intelligence artificielle qu'associée aux mégadonnées, elle peut résoudre certains des plus grands défis liés au développement dans le monde. Comment, et si possible, illustrer cela par des exemples un peu plus concrets? C'est vrai qu'il y a pas mal de défis modernes, notamment en termes écologiques, et il y a des applications qui ont notamment été utilisées pour, par exemple, une ressource dans certaines régions du globe qui est particulièrement critique, c'est simplement l'eau, en fait. Et quand on ne peut pas construire un système d'irrigation extrêmement sophistiqué pour maintenir la végétation en vie, en fait, ce qu'on voit commencer à apparaître, notamment dans certaines régions aux États-Unis où l'eau est devenue très très rare, comme en Californie, il y a des systèmes experts, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont spécifiquement optimiser la production, simplement pour dire, voilà, il faut que maintenant tu arroses exclusivement cet endroit-là en telle quantité, parce que ça va maximiser la production, et l'avantage, ça va pas non seulement maximiser la production, ça va aussi minimiser la quantité d'eau dont on a besoin, qui est une ressource extrêmement critique. Et donc, je pense que ça c'est facile, on peut facilement s'imaginer, il y a tout un tas d'endroits du globe où les ressources sont très critiques, où la faim est problématique, ça reste quand même la première cause de mortalité dans le monde, et donc utiliser l'intelligence artificielle justement pour tirer profit au mieux des ressources qui sont limitées, ça peut par exemple être quelque chose de peut-être pas si utopique que ça, mais clairement particulièrement utile. Et dans le domaine de la santé par exemple, quel peut être son apport? Dans le domaine de la santé, il y a pas mal d'applications qui sont pas tout à fait neuves. Par exemple, j'ai été chez le dermatologue il n'y a pas plus d'un mois, et je lui ai posé des questions parce que c'est mon centre d'intérêt, et en fait la dermatologue était tout à fait au courant qu'il y avait des systèmes experts, et elle dit notamment dans les hôpitaux, classiquement, on utilise cela. Donc par exemple, savoir si un grain de beauté est bénin ou malin, le dermatologue ne va même pas se déplacer, parce que l'intelligence va le faire pour lui, pour beaucoup moins cher surtout. Et donc le dermatologue peut se concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus critiques. On a la même chose par exemple en radiologie, pour tout ce qui est diagnostic de fractures, de déchirures, etc., où les systèmes fonctionnent assez bien. Et donc, l'être humain peut du coup se concentrer, consacrer son temps, qui, à l'heure actuelle, on l'a vu avec la pandémie de Covid, le temps de quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, c'est une ressource critique. Et donc, du coup, il peut consacrer son temps à des choses qui sont plus importantes que quelque chose d'aussi banal qu'un diagnostic de radiologie. Les intelligences artificielles existent depuis longtemps, mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais des banques de données gigantesques pour fonctionner. La quantité de données produites à travers le monde connaît une croissance exponentielle de 33 États-octets en 2018. Elle passera à 175 États-octets d'ici à 2025. Associé à la puissance de calcul des ordinateurs qui ne cessent de doubler tous les 2 ans, peut-on dire qu'il y a de quoi avoir peur? Oui et non. Mais encore une fois, c'est le même principe philosophique qu'un marteau. Un marteau, ça sert à construire énormément de choses, et on peut avoir des marteaux très sophistiqués, et qui peuvent construire des choses plus sophistiquées. Maintenant, il y a des gens qui assassinent d'autres avec des marteaux. Donc, encore une fois, ça reste un outil, il faut savoir absolument ce qu'on en fait. Maintenant, pour remettre de l'emphase avec notamment cette quantité de données qui est disponible, spécifiquement dans ce cadre-là, ça peut être une excellente nouvelle, parce que si on a plus de données, ça veut dire qu'on peut utiliser les intelligences artificielles pour résoudre des problèmes de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus efficace que si on en avait beaucoup moins. Et donc, si l'utilisation de l'intelligence artificielle est faite dans un but bénévolent, c'est une bonne nouvelle. Si maintenant on utilise l'intelligence artificielle pour des buts peu recommandable, là c'est une mauvaise nouvelle. Mais après, moi en tant que scientifique, c'est un outil, je veux dire. Donc je pense que là il y a aussi le cadre
du législateur, de l'État, à déterminer ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec une intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle. Donc tout est question en fait d'usage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tout est exactement question d'usage, ce qu'on en fait, des implications, sachant que la priorité d'un État reste classiquement le bien-être de ses citoyens pour que l'État puisse continuer à fonctionner. Et donc, classiquement, un législateur va aller en faveur de ce bien-être. Et donc, si une utilisation de l'intelligence artificielle est répréhensible, eh bien, ce sera classiquement interdit. Par exemple, si on fait de l'analyse statistique, donc simplement analyser des jeux de données, on ne peut pas tirer, par exemple, un algorithme qui va conclure, au vu des statistiques sur la criminalité que j'ai, je vais directement choisir d'orienter les policiers vers des ethnicités particulières. C'est interdit parce que c'est de la discrimination, en fait. Et c'est interdit pour un être humain, c'est interdit pour un système automatique aussi. Et donc là, le législateur, encore une fois, évidemment, la discrimination, c'est un problème grave, et donc on n'a pas le droit d'en faire avec de l'intelligence artificielle, et c'est formellement interdit. Je ne m'en lave pas les mains en disant c'est le travail du législateur et pas le mien, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Tout est déterminé dès la conception, n'est-ce pas? Autant le comportement que la finalité peut-être à l'usage. Classiquement, c'est qu'on conçoit une intelligence artificielle dans un but précis. Et donc, si par exemple, on conçoit une intelligence artificielle pour jouer aux échecs, et donc on sait que cette intelligence artificielle ne va que jouer aux échecs, parce que c'est comme ça qu'on l'a conçue. Si on essaye de concevoir une intelligence artificielle qui joue à un autre jeu, on va en créer une autre. Si on veut qu'elle joue aux dames, on va créer une intelligence artificielle pour les dames. Et l'intelligence qui joue aux dames ne saura pas jouer aux échecs, et inversement. Et donc, la finalité, c'est la conception. On les conçoit pour le but qu'elles vont réaliser. Et donc, on ne les conçoit pas. Ce n'est pas comme si vous aviez un enfant et vous l'éduquez pour faire un peu tout ce qu'on veut. C'est pas comme ça que ça marche. Là, vous créez un outil dans un but absolument précis, quoi. Donc, on a créé le marteau pour enfoncer des clous. Si on a besoin de couper une poutre, on utilise une scie. Donc, on a fabriqué une scie pour ça. Et on ne peut pas substituer l'un par l'autre. Donc, évidemment, on peut mal utiliser un marteau, comme on peut mal utiliser une scie, mais le marteau ne va pas commencer à se déplacer tout seul pour couper une poutre. Parce il a été fabriqué de cette manière-là, tout simplement. Ça a l'air extrêmement enfantin et paternaliste comme comparaison, mais c'est exactement ce qui se passe, en fait. Un programme ne peut pas sortir simplement des gonds parce qu'il n'est pas programmé pour le faire, tout simplement. En tant qu'expert, pouvez-vous nous dire jusqu'où peuvent aller les intelligences artificielles et quels sont les risques pour l'équilibre social et économique pour l'humanité? Probablement à peu près jusqu'où on veut. Et donc, ça c'est encore une fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les risques, encore une fois, ça pourrait être les utilisations déviantes, encore une fois, de cette intelligence artificielle, de cet outil, en particulier en l'absence de législation. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu à un moment donné un problème, c'est parce que des gens ont conçu des intelligences artificielles qui permettaient de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et le laboratoire qui avait développé ça, notamment, a fait une vidéo pendant l'exercice de Barack Obama, où on voyait une vidéo de Barack Obama tenir les propos qui étaient ceux d'un adepte du Ku Klux Klan. Alors c'était rapidement évident que c'était pas possible, en fait, et c'était pour montrer la fidélité de cette chose-là. Et donc, le problème, c'est que si on est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, ça va poser des problèmes, notamment pour les politiques, les personnalités publiques, etc. Et la particularité, quand cet épisode est sorti, c'est que le cadre légal n'était pas prêt, en particulier aux États-Unis, où il y a peu de restrictions en termes de liberté d'expression. Et donc, un des risques, évidemment, c'est le mauvais usage, et en particulier si le milieu juridique n'a pas de cadre pour encadrer l'utilisation, ça peut être un problème. Alors, on sait que le milieu juridique, devant des problèmes graves, a tendance à prendre des mesures d'urgence, voire à réagir vite, au minimum pour prendre une mesure temporaire et ensuite pour rédiger un cadre légal beaucoup plus minutieux. Ça, c'est peut-être l'un des risques également. Alors après, on entend souvent des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle parce que, par exemple, ça prend des emplois. Où ça tue des emplois, c'est un terme encore plus fort, où on voit par exemple des gens qui vont dire « Non, mais moi je veux absolument passer à la caisse où il y a un être humain parce que je ne vais pas utiliser la machine automatique parce que ça tue des emplois. » Cet argument-là, en fait, il n'est pas particulièrement associé à l'intelligence artificielle. C'est un argument
qui est associé au progrès en général. On avait le même genre d'argument quand l'électricité publique est arrivée, où avant, dans les rues, il y avait des gens qui, tous les soirs, allumaient les lampadaires, tous les matins, ils éteignaient les lampadaires, et puis l'électricité publique est arrivée, il y a eu des arguments disant « Oui, mais non, mais regardez, on va tuer les emplois de tous ces gens-là ». Ou on a eu la même chose avec le travail agricole, on a la même chose avec, en particulier, le métier de caissier. Quelque chose qu'il faut se rendre compte que tous ces progrès technologiques ont été faits pour remplacer des emplois qui sont pénibles. Il n'y a personne qui, quand il est enfant, dit « Moi, plus tard, quand je vais être grand, je vais allumer et éteindre les lampes dans les rues. Moi, plus tard, quand je vais être grand, je vais être caissier. » Donc, oui, ces gens ont été remplacés par des automatisations, mais ils ne sont pas morts, ils ont trouvé autre chose. Et le quotidien de ces métiers-là s'est amélioré, parce que ce sont souvent des tâches extrêmement répétitives, extrêmement rébarbatives. Pour donner un exemple encore plus frappant, quand les communications de masse ont commencé à apparaître, quand on voulait passer un coup de téléphone avant, un coup de téléphone international, il fallait appeler un central qui établissait la ligne, il fallait attendre que la ligne se libère, et donc il y avait tout un tas de gens, et en particulier c'était des femmes, qui branchaient et débranchaient les câbles pour établir la ligne. C'est un métier extrêmement pénible, ces gens ne faisaient que ça toute la journée, 8 heures par jour. Maintenant on a des routeurs. C'est automatique, ça coûte moins cher, et tous ces gens ont trouvé d'autres choses à faire, donc ça a supprimé des métiers qui étaient extrêmement pénibles. Le travail agricole, pendant très très longtemps, c'était un travail d'enfants. C'était des dizaines et des dizaines d'enfants qui travaillaient dans les champs pour aider des fermiers. Ça a disparu, et je pense que tout le monde s'accordera à dire que de limiter les travails des enfants pour permettre de s'épanouir, c'est quand même quelque chose de positif, quelle que soit la société. Et donc, le débat sur cette question de tuer l'emploi, je pense que ce n'est pas un débat intelligence artificielle, c'est un débat progrès, et encore une fois, le progrès, ça peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Maintenant, classiquement, il y a pas mal de progrès technologiques qui améliorent le quotidien des gens. C'est d'ailleurs pour ça spécifiquement qu'on les a désignés. C'est pour ça, c'est pénible, je vais fabriquer un outil, fabriquer un objet qui fait que ça va être moins difficile. Docteur Absil, quels sont les défis liés aux intelligences artificielles? Eh bien, donc, un de ces premiers défis, c'est particulièrement l'énergie. Donc, pour les tâches les plus complexes, on a besoin de réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux consomment énormément d'énergie. Et dans le contexte actuel, l'énergie, c'est très très lié à l'environnement, et donc c'est très important. Donc ça, c'est véritablement un défi pour l'intelligence artificielle. Maintenant, quelque chose qui est aussi peut être utilisé pour l'intelligence artificielle, donc un défi qu'on a régulièrement, c'est par exemple, pour reprendre l'exemple avec le discours de Barack Obama et des deepfakes, c'est que là, c'était relativement facile de se rendre compte que c'était un faux. Donc, Barack Obama ne tiendrait jamais des propos de ce type ségrégationniste. Maintenant, il faut savoir que comme on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, quelqu'un de mal intentionné peut le faire de manière très intelligente, où on ne saura pas distinguer si c'est un faux. Et donc ça, c'est problématique pour notre société actuelle. Maintenant, l'approche classique, c'est que oui, on ne sait pas le faire, on ne sait pas distinguer le vrai du faux, parce que c'était l'objectif primaire de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner une intelligence artificielle qui va combattre cette intelligence artificielle. Et comme elle sera spécifiquement designée pour combattre cette intelligence artificielle-là, la nouvelle intelligence artificielle va pouvoir dire « Bah non, c'est bon, ça c'est un faux, c'est moi qui l'ai dit, j'ai été entraîné spécifiquement pour détecter ce problème-là ». La Chine prévoit d'investir 150 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Est-ce que cette ambition est la preuve de l'enjeu majeur du futur, qui voudrait que celui qui contrôle les mégadonnées et l'intelligence artificielle contrôle aussi le monde? Je ne sais pas. Maintenant, la grande particularité spécifiquement, c'est que pour concevoir un système d'intelligence artificielle, on a besoin d'énormément de données. Et c'est pour ça que, peut-être de manière connexe, les plus grands acteurs sur le marché en matière d'intelligence artificielle sont aussi ceux qui possèdent les données, comme par exemple Google. Et donc, dans le cadre de la Chine, où là c'est véritablement un État fédéral qui investit, donc ça c'est vrai que ça a énormément d'avantages d'avoir ce genre de moyens à sa disposition, et étant donné comme on peut utiliser l'intelligence artificielle pour à peu près ce qu'on veut, bien évidemment c'est un très très grand enjeu, quoi, je veux dire. De là à dire qu'on va contrôler le monde, peut-être pas, mais certainement avoir une incidence extrêmement importante. Donc la Chine, c'est un immense exportateur, et donc pour quelqu'un qui produit énormément de biens, de pouvoir prédire
les envies et les besoins des consommateurs, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement avantageux et surtout d'extrêmement lucratif. Je vais peut-être poser la question d'une autre manière, parce que dans les débats même entre les experts et les néophytes, il arrive souvent qu'une question soit posée ou reposée, c'est celle de savoir est-ce que demain, l'intelligence artificielle prendra le contrôle du monde? De manière complètement autonome, donc vous voulez dire? Certainement, oui. Non. Spécifiquement parce que, encore une fois, c'est un outil. C'est quelque chose qui est à la disposition d'un ensemble de personnes, je veux dire. Donc, que l'intelligence artificielle prenne contrôle du monde, non. Qu'un groupe de personnes prenne contrôle du monde à l'aide de l'intelligence artificielle, ça c'est beaucoup plus probable. Maintenant, d'aucuns diront que les oligarques les plus puissants de la planète n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour prendre contrôle du monde dans tous les cas. Donc c'est juste que ça va rendre la tâche peut-être plus aisée s'ils avaient de telles velléités. Dr Romain Absil, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Parole d'experts. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à un autre numéro la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez cette émission en ligne en vous abonnant sur la chaîne YouTube de Parole d'experts.